Voilà, donc il est question d'art comme expérience. Enfin, je vais partir d'un phénomène personnel, c'est que je suis quelqu'un d'hypersensible. Alors, c'est quelque chose que j'ai un peu diagnostiqué. Enfin, il y a des gens qui sont dans des états pires que le mien. Et je l'ai diagnostiqué à travers des lectures. Alors, peut-être que c'est un grand mot. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, pendant tout l'exercice, il y a plein de choses que j'entends et que je n'arrive pas à ne pas entendre. Par exemple, le vomissement, il y avait une espèce de pulsation, des fourmis dans les pieds, un peu trop chaud. Alors les bruits, les odeurs. Alors là, je peux mettre mes lunettes, mais quand je mets mes lunettes, je suis myope. Donc je vois tellement de choses que j'arrive plus vraiment à me concentrer, donc je reste dans le flou. Et tout est à l'avenant. Et du coup, je me demande si c'est un handicap ou un avantage. Clairement, du point de vue de la sociabilité, c'est assez mauvais parce que ça rend beaucoup de situations totalement insupportables. Par contre, du point de vue de la philosophie, ça peut rendre des services parce que, enfin, j'en sais rien. Je ne peux pas vraiment faire une relation entre mon état d'hyperréceptivité et le fonctionnement de mon cerveau. Mais en tout cas, il est vrai que je me suis fait un peu une réputation, à tort ou à raison, de percevoir des phénomènes un peu en avance par rapport aux autres et d'avoir une espèce d'intuition, d'expérience globale comme ça, qui me pousse quand je les vérifie, parce qu'il y en a beaucoup que je ne suis pas finalement, mais en tout cas quand je les vérifie, qui m'amène à écrire des livres en fait. Et qui m'amène à écrire des livres, mais vraiment à partir d'une expérience. Alors des fois c'est très ténu, par exemple, il se trouve qu'il y a un essaim d'abeilles qui est arrivé dans mon petit jardin à Marseille, en plein centre-ville, et à partir de là, je me suis dit, j'ai passé la journée avec l'apiculteur qui est venu déloger cet essaim qui était composé de 80 000 abeilles, et d'après les estimations de cet apiculteur. Et ça a été très compliqué de déménager cet essaim, il était vraiment à 3 mètres de la maison. C'est un petit immeuble en fait en plein Marseille. Et en fait, l'essaim s'était mis à Califourchon sur une branche de cyprès, et du coup, il a été très compliqué d'atteindre la reine, puisque c'est ça la technique, c'est qu'une fois que vous avez réussi à attraper avec un filet la reine, vous la mettez dans une boîte et du coup toutes les autres suivent. Et quand on attend bien au milieu de la nuit, enfin pas au milieu, mais faisons vers 11h du soir, alors toutes les abeilles sont rentrées et la boîte est emportée et l'essaim est déménagé de cette façon. Donc ça a duré vraiment longtemps, j'ai appris beaucoup de choses et je me suis dit à ce moment-là, j'ai parlé avec lui, je lui ai dit mais que font ces abeilles ici? C'était il y a quelques années déjà. Et donc il m'a expliqué qu'à l'époque, ça doit être encore le cas, il y avait plus d'abeilles qui migraient dans Marseille qu'à l'extérieur de Marseille, j'habite à Marseille. Donc, et qu'il y avait plus d'abeilles dans les villes que dans les champs, en quelque sorte. Ça, c'était le point de départ de mon livre qui s'appelle Zoocities, qui est le dernier que j'ai fait. Je vous prends un autre exemple qui était... et en fait, je l'ai écrit, alors tout le monde a fait un lien entre Zoocities, les animaux sauvages dans la ville. Je suis partie des animaux sauvages, de l'hypothèse qu'il y aura de plus en plus d'animaux sauvages dans les villes, pour interroger ce que c'est qu'une ville finalement. Qu'est-ce qui dans la ville fait obstacle à ce qu'on admette des nouveaux venus en quelque sorte, à ce qu'on intègre des phénomènes naturels, en gros à ce qu'on intègre quelque chose qui a à voir avec l'imprévisible, avec le non-contrôle en fait. Et du coup c'était assez heuristique pour lire la ville en fait, pour la relire un peu à contrario. Et de fait, la publication de ce livre a coïncidé avec la fin des premiers confinements, où tout le monde a vu des animaux sauvages dans les villes. Alors c'était pas très sauvage, il faut dire la vérité, c'était pas très exotique, ce qu'on a pu voir, mais enfin malgré tout, d'un coup il y a eu comme... disons que tout le monde a fait un peu l'expérience qui ressemblait à celle que j'avais eue au départ, et s'est dit pourquoi il n'y aurait pas des animaux dans les villes? Et comment du coup me situer par rapport à la sauvagerie, bonne ou mauvaise, parce que le Covid c'est aussi une sauvagerie, je veux dire c'est quand même aussi un problème qui est lié à la promiscuité avec des animaux sauvages. Donc comment me situer par rapport à cette vie sauvage dont je me sentais finalement protégée, mais qui en réalité fait éruption dans l'intimité de mon existence. Que ce soit pour le meilleur, comme quand je contemple avec émerveillement des animaux qui traversent la rue déserte, ou que ce soit pour le pire, comme quand je dois rester 3 mois enfermée chez moi parce que les gens ont joué avec des chauves-souris ou des pangolins, si vous voulez. Donc voilà, c'est ce genre d'expérience. Je vous en prends une autre qui était assez
enfin, qui va un peu dans le sens de la question de la démocratie, parce que c'est toujours la question qui m'intéresse, et en même temps de l'expérience, que c'est qu'une expérience finalement. C'était pendant les Nuits debout, à Paris, place de la République. Enfin, je ne peux pas dire que j'ai fréquenté beaucoup la place de la République, mais j'y étais une ou deux fois. Et une fois en particulier où j'ai vraiment eu le sentiment d'être rejetée par cette place, au lieu d'être accueillie, et j'ai trouvé qu'il y avait un contraste finalement entre le choix de la place de la République comme lieu de revitalisation des modes de vie démocratiques et le fait que la place était tout sauf accueillante et que chacun de ces détails finalement était rejetant par rapport aux initiatives qui prenaient place. Et en fait c'était le point de départ de mon livre qui s'appelle quand la place devient publique, qui est une réflexion justement sur l'absence de questionnement, en fait, et du coup sur la question de savoir quel serait le design approprié d'une place en démocratie, sachant que le design des places a été beaucoup pensé par des chefs charismatiques, par des empereurs, par des monarques absolus droit divin, par des fascistes évidemment, mais il n'a jamais été pensé par des démocrates, très très peu. Je veux dire, on ne se pose pas la question de savoir quelle est la place qui convient au mode de vie démocratique, comment il faudrait la faire, comment il faudrait la designer, comment il faudrait la composer, comment faudrait-il l'orienter, etc., etc. Et place de la République, c'était violent parce que d'abord il faisait très mauvais, il pleuvait, donc il y a une espèce de bombardement météorologique en permanence. Puis en plus, quand on commence à réfléchir à, par exemple, retrouver quelqu'un, ou en fait vous vous rendez compte, c'est comme une nasse, la place de la République. Enfin, je ne sais pas si vous la connaissez. Elle a changé depuis parce qu'elle a été bordée de grands bancs en bois qui sont des dispositifs anti-attaque à la voiture bélier. Donc, du coup, elle a gagné un élément habitable qu'elle n'avait pas du tout au départ. Parce qu'au départ, elle était complètement vacante, elle était vraiment ouverte. Et puis en plus, vous êtes comme dans une nasse parce que vous ne voyez rien quand vous êtes sur cette place. C'est-à-dire elle est légèrement en hauteur, un peu comme un plateau. Il y a des marches, mais quand vous asseyez sur les marches ou quand vous les gravissez, en fait, elle tourne le dos à la place. Ça vous oblige à tourner le dos à la place. Donc, elle avait vraiment... Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est intéressant de documenter finalement ce genre d'expérience. Parce qu'en fait, si vous ne les vivez pas, vous n'aurez pas l'idée finalement même de questionner ce qui est défectueux dans l'expérience que vous avez ici et maintenant. Et je pense que de partir de ce qu'il y a de défectueux dans l'expérience, d'une part, ça met sur la voie de la description d'une expérience complète, et puis d'autre part, ça met en contact, c'est un mot que tu as dit, enfin, ça met en contact avec l'objet de votre interrogation. Alors, j'en viens là à, non pas l'art comme expérience, mais en tout cas l'expérience. Enfin, c'est vrai que l'art comme expérience, c'est un texte de John Dewey qui est bien connu, qui a mobilisé, intéressé, motivé, énergisé énormément de gens, notamment des peintres, enfin des artistes, qui a aussi été à l'origine de toute une éducation. Notamment, on peut penser à ce qui s'est passé au Black Mountain College, qu'on avait un peu étudié en son temps, mais finalement à d'autres événements pédagogiques, et je pense en particulier à Sir Coretta Kent, qui n'est pas très connue, mais en fait, parce que c'était à la fois une femme et une religieuse, mais qui a développé un travail de pop artiste absolument fantastique, et qui était en relation avec des gens comme les époux Van der Rohe, les Himes, avec Cage et... Enfin, et Buckminster Fuller aussi est passé par là, vous aviez Hitchcock, Einstein aussi, donc dans un collège, enfin son lieu d'expérimentation pédagogique s'appelait le collège du cœur immaculé de Marie, qui se trouvait du côté de San Francisco. Donc c'est très intéressant parce qu'elle a justement mis sur pied toute une pédagogie qui était un peu inspirée de l'art comme expérience, si on peut dire, avec plein de gens très très importants, enfin qui sont devenus très importants ou qu'on connaît bien aujourd'hui, mais qui se ralliaient finalement autour d'une expérimentation artistique qui était rien d'autre que de transformer les conditions de l'expérience en matériaux pour
une exploration pour une création, si vous voulez. Et en fait, je pense que ce qui est intéressant dans l'art, c'est que c'est une expérience qui peut rater. Enfin, je veux dire, il faut vraiment partir de cette idée que l'expérience, c'est pas gagné, que tout n'est pas expérience. Que l'expérience suppose d'abord un certain nombre de conditions environnementales très très précises, et d'autre part suppose un cheminement qui a à voir avec la complétude en fait d'un geste, et que ce cheminement il est difficile à faire, et qu'il y a souvent des situations totalement insatisfaisantes qui ne ressemblent pas à une expérience. Je vous prends un exemple. Est-ce que je vais laisser de côté pour l'instant. Voilà, enfin, de dire que tout n'est pas expérience, c'est déjà une manière de refuser, je le dis dans les très grandes lignes, de récuser le dualisme entre l'âme et le corps. Alors j'insiste un tout petit peu là-dessus parce qu'aujourd'hui il y a une prise en considération du corps. Alors bon, évidemment vous avez vraiment l'habitude de ça et c'est pas un scoop, mais qu'il s'agisse de théorie politique, de sociologie, d'esthétique, etc. Alors tout le monde dit oui, il y a le corps, il y a le corps, il faut prendre en considération le corps, etc. Mais je veux dire, le corps n'est pas plus détaché de l'âme que l'âme n'est détachée du corps, si vous voulez. Un corps, il est informé, formé, il intègre des schémas au fur et à mesure qu'il est confronté à une civilisation, une culture. Alors, je pense à un texte de Marcel Mauss, un anthropologue, un des fondateurs de l'anthropologie française, qui s'appelle Technique du corps. C'est un très très beau texte des années 1900, je ne me souviens plus, là, 45, quelque chose comme ça, et peut-être avant même. Et qui est un texte justement dans lequel il dit qu'il n'y a jamais aucune posture, aucun geste qui soit naturel chez les humains, si vous voulez, que s'asseoir, c'est culturel, il y a plusieurs façons de s'asseoir. Évidemment, suivant que vous vous asseyez par terre sur une natte, ou les jambes pliées sous vous, ou les jambes pliées sous vous avec les pieds croisés derrière, ou sur une chaise, ou sur un tabouret, ou au fond d'un fauteuil, etc., ou dans un hamac, vous n'allez pas avoir le même corps, en fait. Pareil pour se tenir debout, pareil pour manger, pareil pour accoucher, pareil pour respirer. Donc il y a des techniques culturelles du corps qui permettent au corps de s'organiser exactement comme un cerveau, comme un esprit, si vous voulez. Et donc il faut évidemment une culture cohérente, c'est une culture qui va vous donner des outils d'harmonisation de vos organes et de vos postures, et qui en plus, je dirais, vous constitue comme centre d'expérience, c'est-à-dire vous accorde la plus grande indépendance imaginable possible, en fait, en termes de conduite de soi, en termes d'autogouvernement, en fait. Par exemple, l'accouchement tel qu'on le pratique, avec péridurale, hospitalisation, contrôle, médicalisation, et choses de ce genre, prise de rendez-vous à l'avance, c'est dramatique. Je veux dire, ça vous dépossède d'une partie de vous. C'est complètement déséquilibré par rapport à justement ce besoin d'indépendance qu'on a quand on est un être humain, si vous voulez. D'ailleurs, quand on est un animal, c'est pareil. Donc, je pense à peu importe. Donc, pour dire que penser le corps, enfin moi, c'est une expression que j'aime pas trop parce que je préfère parler d'individualité. Il n'y a pas le corps d'un côté, l'esprit ou l'intellection de l'autre. Enfin, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est des interactions, justement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une interaction? Bon, j'y reviendrai tout de suite après. Maurice a utilisé ce terme, mais ces interactions sont à l'œuvre dans l'expérience. Je veux dire, une expérience de soi, c'est une expérience qui met en lien justement des phénomènes intérieurs-extérieurs, des phénomènes matériels et spirituels, des phénomènes psychiques et biologiques ou corporels, et choses de ce genre. Et qui les met en lien de manière à ce qu'ils se requalifient mutuellement en permanence, en réalité. Donc, je dirais maintenant, pour parler de l'expérience, elle est chez John Dewey, je crois bien aller. Chez John Dewey, l'expérience, c'est l'établissement d'un lien entre quelque chose qui vous trouble et un cours d'action. Alors, c'est pas un sens très habituel. Si je reprends le schéma, disons, très très général,
Je dirais qu'il y a expérience à partir du moment où vous sortez du monde de la routine, de l'habitude, du ça va sans dire. Alors il y a énormément de gestes qu'on accomplit et de pensées qu'on a qui vont sans dire, c'est-à-dire qu'ils se produisent automatiquement. C'est le cas du langage, bien sûr, de l'utilisation de notre langue. Il y a quelque chose d'automatique, si on peut dire, dans l'utilisation de notre langue. De même, dans la marche, quand nous marchons, nous mettons relativement habituellement et de manière routinière un pied devant l'autre. Alors ce qui est important, c'est qu'il s'agisse de la langue ou de la marche, ça n'a rien de particulièrement instinctif. C'est-à-dire que nous apprenons à le faire. De toute façon, d'une manière générale, quand on travaille sur les animaux, on se rend compte que la part de l'instinct a été largement surestimée. Bon, même s'il y a des conditionnements qui nous ramènent finalement vers des comportements qui ressemblent à des comportements instinctifs, le fait est que il y a très peu de choses qui, disons, qui nous caractérisent et qui n'ont pas été acquises d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a d'une part des habitudes. Donc, qu'est-ce que c'est que des habitudes? Ce sont finalement des comportements relativement automatiques qui ne sont pas accompagnés de conscience très vigilante, mais qui sont des expériences intégrées, des expériences progressivement articulées les unes aux autres, jusqu'à former des schémas de conduite, des schémas corporels, des modes de pensée, des modes de s'exprimer, choses de ce genre. On voit bien un enfant, il va quand même lui falloir une dizaine d'années pour maîtriser sa langue maternelle, ou la langue de son entourage, on va dire. Donc on voit bien que parler, ça ne va pas sans dire en réalité, et qu'arriver à une fluidité dans la parole est le résultat d'un effort absolument considérable. Donc il y a d'un côté, voilà, cette espèce de monde de l'habitude, des habitudes encore une fois qui ne sont pas là au départ mais qui sont intégrées progressivement et qui libèrent la conscience pour toutes sortes de phénomènes justement hors normes, pour toutes sortes de phénomènes qui vont déroger par rapport au cadre habituel. Si vous marchez sur un sol très très irrégulier, ou si vous avez à vous exprimer dans un état émotionnel perturbé ou sur des sujets que vous ne connaissez pas très bien, là vous allez vous rendre compte que vous êtes abandonné de l'habitude en fait, et que l'habitude, une fois qu'elle vous fait défaut, elle vous laisse un peu tout nu face à une situation qui provoque, je dirais, un trouble. Alors le trouble, c'est un terme qui est utilisé par John Dewey. Il parle de situation troublée, ou il parle de situation problématique. Chez Peirce, qui est un autre fondateur de la théorie pragmatiste, il y en a trois, il y a James, William James, Charles Sanders Peirce et John Dewey. Enfin, il y a Mead aussi qui est important, c'est un des inventeurs, des fondateurs de la psychologie sociale. Mais en tout cas, voilà, les quatre, en fait, ils s'accordent sur, même s'ils ne forment pas une école, c'est pas du tout une école, parce que le pragmatisme, c'est plutôt un mode de pensée, en fait. Un conséquentialisme. Enfin bon, ça on en parlera éventuellement. Et donc, ils ont des termes un peu différents pour dire que parfois l'individu, la personne, le sujet, enfin ce que vous voudrez, il bute sur une difficulté qu'il l'évalue comme venant de l'extérieur, non pas de lui, pas forcément, mais du champ de ses habitudes. Et parce que évidemment, ça aussi je pense que c'est important de considérer que l'expérience peut tout à fait consister en une expérience de soi, c'est-à-dire en une réponse qu'on articule à une difficulté qu'on éprouve en soi, en quelque sorte, dans la mesure où, loin de former une unité ou une identité, comme on dit en général, on est plutôt en général écartelé, plutôt divisé, plutôt tiraillé dans des sens opposés, soit parce qu'on est contraint de jouer des rôles sociaux antagonistes entre eux. Je pense, je sais pas, aux femmes qui doivent à la fois être très très disponibles sur leur lieu de travail et très disponibles pour les tâches ménagères ou pour leur enfant. C'est compliqué. Ma belle-fille, elle travaille et elle veut allaiter son
son bébé, donc c'est très compliqué. Je veux dire, elle se retrouve dans des situations que tout le monde connaît, hein. Enfin, c'est très banal, ça c'est pas complètement réglé encore, il y a des progrès sociaux, mais enfin c'est... Donc pareil, vous avez des gens que je connais qui sont vraiment tiraillés entre leurs besoins de justice sociale et le type de travail qu'on leur demande dans leur entreprise, par exemple. Donc il y a des tiraillements. Et puis, d'ailleurs, ce tiraillement, il est bien connu sous la formule anomie, en fait. C'est ça, l'anomie, c'est quand, finalement, les valeurs qui sont, que vous poursuivez n'arrivent pas à former un tout cohérent, en fait. Et donc, quand vous êtes en contradiction avec des valeurs ou quand vous poursuivez des valeurs qui sont contradictoires entre elles. Comme par exemple les artistes, enfin, soit dit en passant. Aujourd'hui, j'avais fait un papier là-dessus, c'était intéressant parce que moi j'ai pas mal travaillé sur la question de l'art contemporain, mais là, les arts visuels, hein, pas les arts vivants. Je connais pas tant que ça, pas beaucoup. Et donc, les artistes, ils veulent à la fois, comme je disais, la gloire et l'argent. Ils veulent qu'on les considère comme des artistes avec un grand A, avec l'atelier sacro-saint. Ils veulent pas faire de la culture. Ils trouvent que c'est pas honorable, en fait. Ils ne veulent pas être animateurs culturels et ils revendiquent une grande césure entre l'art d'un côté et la culture de l'autre. La démocratie culturelle, la démocratisation culturelle, ça leur fait horreur. Bon, enfin voilà, des choses comme ça. Alors je parle d'une manière un peu schématique, évidemment. Donc ils veulent la gloire, en quelque sorte, mais ils veulent aussi des rémunérations, des formes de reconnaissance financière, des salaires et choses de ce genre. Or, ça c'est typique parce que c'est complètement antagoniste. Soit vous avez une vision de l'art comme une partie du social, comme travail social en quelque sorte, qui donne lieu effectivement à une forme de rétribution de la part de la collectivité, soit, mais si vous voulez pas ça, que votre espoir c'est de gagner comment dire, à la loterie du marché de l'art, en fait, ce qui n'arrive absolument à personne quasiment, alors à ce moment-là, vous ne pouvez pas revendiquer les deux. Et de fait, l'artiste avec un grand A est toujours représenté depuis la nuit des temps comme un être très dépourvu de tout, fragilisé par sa vie sociale. Voilà, c'est Soutine, c'est Van Gogh, enfin, c'est quelqu'un qui est vraiment en marge de la société, qui est souvent dans le dénuement, qui est d'autant plus créatif qu'il est soumis à l'adversité, mouvementé, violenté par les événements politiques, culturels, par la pauvreté, le dénuement, etc. Donc ces deux représentations, si vous voulez, sont antagonistes en fait entre elles. Et donc penser l'art comme travail, moi je trouve ça très bien, je n'ai pas du tout d'opposition, mais en même temps ça suppose effectivement de rendre quelque chose qui peut être perçu comme service social, ce service social étant évidemment à codéfinir entre des artistes et des publics. Donc voilà ce qu'il en est. Donc comme je disais, l'expérience de soi, enfin une expérience du propre tiraillement, et c'est une partie de l'expérience et c'est quelque chose qui est très banal mais qu'on doit identifier comme tel. C'est-à-dire que au lieu d'opposer soi et le monde, il faut voir dans le soi un idéal finalement d'unification et de cohérence qui est le résultat d'un travail de mise en relation des différentes parties qui nous constituent et qui sont des parties psychiques, comme on le sait depuis la psychanalyse, enfin, je sais depuis la nuit des temps, des parties qui ne s'accordent pas forcément et même qui sont souvent antagonistes. Donc, au lieu de penser intérieur-extérieur, mais c'est un peu comme l'exercice qui était proposé, penser justement qu'il y a une expérience de soi, qu'il y a un gouvernement de soi, qu'il y a un travail sur soi, qui est tout aussi intéressant quand on le transpose dans des termes sociaux ou politiques, qu'un travail tourné vers autrui, vers le monde extérieur, vers la perception du monde environnant, etc. Je pense qu'il n'y a pas de dichotomie à faire entre
je dirais ce qu'on appelle un monde intérieur, un monde extérieur, parce qu'en fait, l'intérieur, l'extérieur, ça ne fonctionne pas vraiment. C'est pour ça d'ailleurs, soit dit en passant, que moi, quand j'ai travaillé sur la relation avec la nature, l'environnement, qui est un terme dont je vais parler tout à l'heure, ou avec le monde sauvage, ou j'ai utilisé le terme de dehors, ou plus exactement de outdoor, d'ailleurs. Enfin, de dehors, on va dire, parce que le dehors, c'est pas l'extérieur. Enfin, intérieur-extérieur, ça coche dans des cases qui relèvent d'un vocabulaire plutôt existentiel et psychologique, alors que dedans, dehors, c'est très physique. Si vous voulez. Il y a dehors, c'est comme sur la place dont je parlais tout à l'heure, vous êtes exposé aux intempéries. C'est d'ailleurs ce que racontent Thoreau ou Emerson, enfin, qui sont des penseurs finalement de la relation au dehors. Et clairement, même si j'ai affaire à moi comme altérité, comme dédoublement, comme tiraillement, etc., eh ben, je veux dire, il n'y a pas une partie de moi qui fait pleuvoir sur une autre partie de moi ou qui gèle une autre partie de moi-même. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, le fait d'être exposé aux intempéries, comme disait Thoreau, quand on est dehors, on a une pensée tannée par le soleil, par exemple. Enfin, l'idée de la pensée tannée par le soleil, moi, j'aime beaucoup ça. Et d'ailleurs, Cunningham et Cage, quand ils étaient au Black Mountain College, ils étaient toujours dehors. Tout le monde était dehors. Même on était en Caroline du Sud, donc ils n'étaient pas forcément... Caroline du Nord, je veux dire. Donc, bon. Mais voilà, l'idée d'être dehors, ça crée justement une relation au monde environnant qui est complètement différente que quand on est là. C'est même pas le temps qu'il fait. Bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc... ça, c'est une partie de l'expérience. La première partie, c'est d'être impressionné, d'être affecté par. Alors, en général, ça vient de justement l'extérieur, que ce soit un extérieur intérieur ou un extérieur dehors, peu importe. Mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans notre habitude, dans notre manière de faire, dans notre fluidité existentielle, si vous voulez, qui est interrompue, qui est menacée. Parfois en bien, souvent en mal. Par une réalité, si vous voulez, qui vous affecte et qui vous empêche de poursuivre dans ce processus sur lequel, qui était celui de votre lancée en quelque sorte. Et cet empêchement, alors ça peut être, bon ça c'est, chez Dewey c'est toujours un handicap en fait, c'est toujours, enfin lui il le présente vraiment comme un obstacle, un obstacle qui est douloureusement ressenti, qui crée un handicap, qui crée une souffrance, qui crée une diminution de la puissance d'agir, qui crée un empêchement, etc. Et voire qui produit la mort, enfin évidemment la maladie, la mort, des choses comme ça. Donc après je pense qu'on peut étendre un peu et qu'il y a quelque chose aussi dans l'étonnement ou l'impossibilité dans la curiosité, des éléments aussi qui font, qui mettent un stop au continuum de nos activités. Donc bon, ça c'est bien connu en philosophie, enfin, il y a toutes sortes de figures comme ça psychologiques qui seraient le point de départ de la réflexion philosophique. Chez Aristote c'est l'étonnement, chez d'autres c'est la curiosité, chez certains c'est le doute. Bon, enfin en tout cas, c'est vraiment une forme de disjonction qui se produit entre sa manière de penser et enfin, son continuum de conduite et quelque chose donc, qui fait irruption dans votre champ de conscience. Enfin, en fait, qui fait qu'il y a conscience. Ça, c'est chez James. Et puis, à partir de là, une fois que... Alors ça, c'est la première partie. Et puis, ensuite, à partir du moment où vous éprouvez justement une gêne, alors chez Peirce, par exemple, c'est un malaise. Peirce, c'est un philosophe des sciences, plutôt. Et il a écrit des articles vraiment très célèbres, en particulier Comment fixer sa croyance, des articles qui datent de 1898, 1899, donc c'est très vieux. Enfin, ça reste vraiment d'une actualité très très intéressante en ce qui concerne d'ailleurs le décryptage du phénomène de la recherche scientifique, de l'expérience scientifique. Et il dit, en fait, finalement, c'est quand j'arrive pas à fixer ma croyance que j'éprouve un sentiment de malaise qu'il appelle le doute. Et en fait, chercher à connaître, c'est chercher à fixer sa croyance pour échapper à ce malaise-là. Alors évidemment, il faut déjà l'éprouver, le malaise. Ça suppose disons, des bonnes dispositions. Enfin bon, ça je le laisse de côté. En revanche, donc, à partir du moment où vous éprouvez ce malaise, ce mal-être, cette situation inconfortable dans laquelle vous plonge la chose qui vous affecte et qui
contrevient à votre continuum existentiel. Alors vous allez vous mettre à rechercher en quelque sorte une réponse à ce qui vous affecte pour transformer la situation dite problématique ou troublée. Pour la transformer vraiment, ça c'est important de le noter. C'est-à-dire qu'en fait, alors pour dire les choses d'une manière très générale, je dirais que l'expérience elle est complète à partir du moment où vous avez découvert un cours d'action qui se connecte à la situation problématique de manière à ce qu'elle soit transformée, de manière à ce que vous puissiez finalement reprendre le cours habituel de vos activités. Bon, souvent l'exemple qu'on prend c'est évidemment l'exemple de l'obstacle surmonté, vous marchez, vous tombez dans un grand trou, qu'est-ce que vous faites? Vous n'arrivez pas à en sortir facilement, donc vous êtes perdu dans la forêt, enfin bon, peu importe, donc qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous êtes dans votre grand trou? Je ne pense pas que la prière ça va tellement vous aider, quoi qu'il y en a qui pourraient faire des prières pour que quelque chose se passe. Enfin bon, disons qu'en général on est plus proactif que ça, et donc on va chercher des éléments dans la situation, c'est-à-dire au fond de sa fosse, sa crevasse, peu importe, on va chercher des éléments qu'on va pouvoir utiliser pour sortir de là. C'est-à-dire, ça peut être des morceaux de pierre avec lesquels vous allez essayer de tailler des espèces de marches dans la paroi, ça peut être des morceaux de bois dont vous allez faire un petit brasier pour faire monter une fumée qui pourra alerter des gens de votre présence, ça peut être d'attacher vos vêtements les uns aux autres pour vous fabriquer une espèce de corde. Enfin, vous allez quand même agir sur la situation. Vous n'allez pas la contempler, si vous voulez, ça ne sert pas à grand chose. Bon, voilà. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous récoltez ce qu'on appelle des données, en fait. C'est-à-dire qu'en fonction de votre plan d'action, vous dites, la meilleure façon, vous faites une hypothèse au départ, vous dites, la meilleure façon de m'en sortir, ça va être de tailler des marches dans la paroi. Donc c'est une hypothèse, ça se trouve, ça ne va pas du tout marcher. Donc vous allez observer le lieu de manière à trouver un instrument qui va vous aider à faire ça. Mais ce que vous voyez, si vous voulez, c'est commandé par votre hypothèse, par votre plan d'action, si vous voulez. Ce que vous pouvez appeler un projet, hein, donc partout, on est tout le temps en train de faire des projets comme si on pouvait décider d'un projet indépendamment de sa réalisation. Enfin, ça, moi, j'ai jamais compris les pouvoirs publics et les politiques culturelles à ce niveau-là. Enfin, dans les facs, c'est pareil. En philo, on vous demande de faire des projets, mais de présenter des projets. Mais si votre projet il est ficelé, ça y est, c'est que le travail il est terminé. Donc, le projet, si vous voulez, c'est jamais qu'un allumage de départ, quoi. C'est un point de départ, le projet. Donc, ça peut pas être un point d'arrivée et indexer le financement de la recherche, quel que soit le domaine, sur des phases de projet, je trouve ça vraiment très très étrange. Plutôt. Enfin bref. Donc l'idée c'est que, vous voyez, le système, donc vous avez un projet, qu'on peut appeler une hypothèse, qu'on peut appeler une théorie, qu'on peut appeler une idée tout simplement. Une idée c'est ça. Une idée en fait elle vaut rien tant qu'elle n'est pas vérifiée dans la pratique. Savoir, c'est faire, comme dirait John Dewey. Et c'est vraiment dans la mesure où votre idée est traductible, transposable en plan, en action, c'est-à-dire en déroulement d'une action suivie de conséquences conformes au projet initial, que vous pourrez dire que votre idée c'était la bonne, si vous voulez. Si là, donc, vous êtes au fond de votre crevasse, vous avez trouvé une pierre je sais pas, une espèce de silex suffisamment perforatif, donc vous commencez, et puis en fait vous voyez que vous n'allez pas pouvoir entamer la paroi. Finalement, évidemment, cette donnée, cet élément que vous avez prélevé dans votre milieu pour agir sur la situation et pour en sortir, c'était pas le bon. L'hypothèse doit être vérifiée. Donc finalement, l'idée vérifiée, mais c'est pareil pour des valeurs, c'est pareil pour une œuvre d'art, c'est pareil pour n'importe quoi. Si vous voulez, le projet est bon, ou il est valable, ou il est juste, ou il est partageable, dans la mesure où les conséquences de votre action lorsque vous agissez sous la conduite de votre projet sont conformes, pas forcément conformes d'ailleurs, soit sont conformes à ce que vous aviez prévu,
soit sont révélatrices finalement d'une situation dont vous n'aviez pas l'idée au départ, mais qui pourtant que vous validez rétrospectivement, dans la mesure où elles vous mettent sur la voie de nouvelles expériences ou d'intensification d'expériences initiales. Alors je dirais l'art comme expérience, c'est exactement ça que ça veut dire. Alors, dans Art et démocratie, effectivement, moi c'est un travail que j'ai fait il y a longtemps, puisqu'il s'était paru en 2002 ou 2003, je crois. Mais je m'étais beaucoup intéressée justement à la création artistique pour mettre en regard l'expérience artistique et l'expérience démocratique. Pourquoi? Parce que il m'avait semblé qu'au niveau, même d'ailleurs de la manière dont un artiste travaille, de la manière dont un artiste fonctionne à travers les situations dont il est à la fois le producteur, l'observateur et le bénéficiaire, qui avait un vocabulaire de type politique, social et démocratique. Et pourquoi? Parce que justement il se trouve dans ce processus que je vous ai schématiquement décrit. Je me ressens d'eux, je recherche des éléments qui, je teste, je fais l'épreuve, je valide ou je valide pas, je me remets sur la voie d'eux. Donc il y a quelque chose qui relève fondamentalement de ce que j'appelle depuis l'autogouvernement. Et l'autogouvernement, ça a un sens, quelle que soit l'activité concernée. L'autogouvernement, c'est d'une part se gouverner sans un maître, c'est-à-dire au lieu comment dire, de sélectionner des schèmes d'action ou de pensée par imitation d'un modèle, par obéissance à une autorité, par allégeance à un pouvoir, par conditionnement à l'égard d'une idée dominante ou d'une pratique dominante. Non. Je veux dire, c'est pas que j'essaie de penser par moi-même, c'est pas l'idée. Bon, personne ne pense par soi-même. Puisque de toute façon, pour penser, il faut bien avoir des éléments dont on hérite, si vous voulez. Pareil pour agir, etc. Comme je le disais à propos des techniques du corps, si vous voulez. Toutes les choses sont acquises, c'est-à-dire qu'il n'y a... Bon, il faudrait que j'en dise quelques mots, mais disons qu'il n'y a d'expérience possible que dans la mesure où les individus sont équipés par les milieux dans lesquels ils se trouvent vivre ou naître, des éléments qui leur permettent de devenir des participants actifs, qui leur permettent de s'intégrer activement au groupe qui les forme, si vous voulez. Donc c'est aussi une forme d'anomie que, disons, de produire de la part d'une société des individus qui seront privés des éléments qui leur permettent de s'intégrer. C'est une forme de violence physique, symbolique, matérielle, spirituelle, qui est inouïe en fait, et dont on est vraiment des grands spécialistes dans les civilisations occidentales. Justement à cause de l'idée que chacun a les mêmes chances au départ, ce qui est totalement inexact, et que chacun doit se débrouiller par soi-même et faire ses preuves. Donc non, il y a vraiment un équipement, et cet équipement nous indique aussi quelque chose qui est fondamental dans le domaine de l'art, à savoir que l'expérience, elle est partageable, ou alors c'est pas une expérience. Donc comme je l'ai dit, l'expérience, elle peut être vécue qu'à la première personne, c'est moi qui. Je veux dire, vous ne pouvez pas faire un pâté de sable à la place d'un enfant, ça ne servira à rien, si vous voulez. Vous ne pouvez pas faire un dessin à la place d'un gamin, ça ne servira à rien. C'est-à-dire que soit il le fait lui, soit en fait, il perd une capacité de vie, une capacité de développement de soi, une capacité d'individuation. Donc, bon, c'est tout l'enjeu de l'éducation dite progressiste. Mais en même temps, ce qui est important, c'est qu'il y a dans l'expérience de l'individu qui transforme des situations de manière à en faire un tremplin d'existence future, un tremplin de développement de soi, un tremplin pour de nouvelles habitudes. Il y a un impératif qui est de ne pas aller au bout de son matériau, qui est de ne pas détruire entièrement les éléments qui constituent la situation, de ne pas les accaparer, de ne pas les dissoudre, d'en faire quelque chose, si vous voulez. C'est-à-dire de le préserver en même temps qu'on en fait l'expérience. Moi, si je suis
si j'observe une fleur ou un animal, et qu'en l'observant, je le détruis, je le tue par exemple, ça c'est très présent, hein. C'est pas forcément dans les sciences naturelles ou dans les sciences de laboratoire, c'est ce que disent les chercheurs, à la paillasse, ils disent ce qui est vivant doit rester vivant, ce qui est en bonne santé doit rester en bonne santé, sinon il n'y a plus rien à observer si vous voulez, il n'y a plus d'expérience possible. Donc vous ne devez jamais détruire le matériau de votre observation, de votre attention, etc. Donc ça c'est très problématique parce qu'il y a énormément évidemment de choses qui se passent et qui dans le champ de l'existence ordinaire et qui finalement au lieu de produire du commun sont la source d'accaparement, sont la source de privatisation, de destruction. Bon, moi je suis beaucoup là sur des questions environnementales. Bon, les processus de destruction, d'accaparement sont absolument, sont d'une violence inimaginable aujourd'hui. Voilà, donc quand je dis que l'expérience c'est partageable ou alors c'est pas de l'expérience, ce que je veux dire, d'ailleurs il y a une phrase de Peirce que j'aime beaucoup, il dit quelque chose qu'une personne est seule à voir, c'est pas une expérience, c'est une hallucination. Donc je crois que c'est vraiment aussi un enjeu fondamental de la création artistique que de rendre une expérience partageable. C'est-à-dire que d'abord il faut la partager avec soi, c'est-à-dire que l'artiste, un créateur, il est aussi le récipiendaire de sa propre expérience et c'est lui qui va évaluer si cette expérience est finalement conclusive ou pas. Mais en même temps, je dirais que la création artistique suppose une adresse publique presque universelle. Enfin, c'est pareil dans les sciences d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas imaginer valider une expérience qui serait de l'ordre de l'art dans la mesure où on la réserverait à un public cible, à une personne, voire à personne, etc. Donc il y a une prise en charge, si vous voulez. Évidemment, c'est toujours des hypothèses, on n'est jamais sûr. Mais il y a une prise en charge d'une adresse publique universelle, ce que Peirce appelle la communauté future, en fait, qui est intégrée dans le geste artistique lui-même. Parce que sinon, ça n'a pas de sens, en fait. Je veux dire, ce qui est une expérience pour moi est potentiellement une expérience pour tout le monde. Alors, je vais finir là-dessus. C'est pas la même expérience pour tout le monde. Et c'est ça qui est très beau dans l'expérience. C'est-à-dire que l'art, c'est une expérience au sens où c'est quelque chose qui est apporté à un public, qui n'est pas spectateur en l'occurrence, mais à un public qui peut faire, qui est composé d'individus qui peuvent faire chacun une expérience singulière de cette expérience que vous lui proposez en quelque sorte. Disons que si une œuvre, quelle qu'elle soit, produit chez un nombre X de gens exactement la même réaction, alors c'est pas de l'art. C'est ce à quoi s'efforce par exemple la publicité commerciale, une certaine partie du design. On a énormément de conformisme, de nivellement, d'uniformité dans les produits qui nous sont proposés. Mais ils ne sont pas du tout destinés à nous constituer comme individus autogouvernés. Ils sont destinés à faire de nous des moutons en fait. Enfin, des gens dont les réactions sont très uniformes, ce qui est une gestion du grand nombre. Foucault l'a très bien montré. Donc voilà, il y a vraiment un gap entre la proposition artistique et une imposition qui relèverait de la propagande, du conditionnement, de la manipulation et des choses comme ça. Donc une chose qui produit le même effet chez plein de gens, c'est pas de l'art, on va pas appeler ça de l'art. En revanche, ce qui est intéressant, c'est pareil dans les sciences d'ailleurs, une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, c'est justement une proposition qui pluralise, en tout cas qui essaie de pluraliser l'expérience, qui pluralise les expériences en autant finalement de cas qu'il y a d'individus qui vont activer l'œuvre et l'approcher et en faire justement une expérience. Donc en fait c'est des encastrements qui sont assez fins, qui peuvent être très très compliqués à expliquer, mais en fait qui sont très banals. Par exemple une langue, moi je prends un objet culturel, une langue c'est assez extraordinaire parce qu'on parle tous la même langue, mais en fait il n'y a pas deux personnes qui la parlent de la même façon. Et donc vous avez des objets culturels comme ça, enfin excusez-moi du terme, mais des objets culturels, que ce soit la langue, que ce soit les nymphéas de Monet, ou que ce soit la Joconde, pourquoi pas, j'en ai fait l'expérience il n'y a pas longtemps,
Alors je me disais, ouais, c'est galvaudé, je sais pas quoi, mais en réalité, quand vous êtes face à ce tableau, en plus il n'y avait personne, c'était merveilleux. Ah, mais c'est vraiment une expérience. Enfin, on me dit, c'est une expérience, quoi. C'est-à-dire que là, moi, j'avais pas. Évidemment, je ressentais que des millions de gens étaient passés devant ce tableau, c'est quelque chose qu'on perçoit. Mais en même temps, c'était mon expérience. Et elle avait quelque chose d'unique, en tout cas à mes yeux, et puis peut-être qu'effectivement, elle était tout à fait. Qu'elle avait des éléments d'unicité. Après tout, comme me racontait un chercheur il n'y a pas longtemps, il n'y a pas deux mouches drosophiles qui se doivent l'être de la même façon. Donc voilà, la diversité, la pluralité, elle fait partie du monde vivant. Et pourquoi ne pas la revendiquer d'un point de vue à la fois artistique et politique. Donc il y a dans l'expérience de l'art un tremplin vers la pluralisation de l'expérience, qui est évidemment la source, je dirais, de l'individuation de chacun. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Merci. Merci beaucoup, Joël. Du coup, en fait, on est coincé entre un désir permanent de maîtrise, de stabilité, d'apprendre pour être admis, pour comparaître devant des juges qui vont nous valider, et en même temps, cette notion qu'on rentrerait dans la dimension, dans la dynamique de l'expérience, que si cette tentative permanente de stabilité est déstabilisée. Donc c'est un petit peu peut-être un parallèle avec la marche, où l'équilibre doit se recomposer en permanence, et qu'il n'y a de progression finalement que dans l'alternance entre l'équilibre et le déséquilibre. En fait, je crois que la progression, elle se fait vraiment, non pas dans le déséquilibre ni dans l'équilibre, mais dans la recherche d'un équilibre, en fait. C'est ce qui est un peu joué sur les mots, mais je pense que la plupart des succès sociaux, si on peut dire, et notamment lorsque on appartient à des sociétés finalement très très normées, très peuplées, avec très peu de place, avec des pratiques très très standardisées, il faut ruser en fait. Donc, je crois que ce qui est important, c'est justement de déstabiliser le jury. C'est-à-dire de lui proposer une expérience tout en faisant semblant, d'une certaine façon, d'aller dans son sens. C'est très dur à faire, hein. Mais ceux qui collent à la demande ont assez peu de chance. Ceux qui sont complètement originaux ont très peu de chance aussi. Donc c'est bien un donnant-donnant en quelque sorte qui est une situation intermédiaire. C'est-à-dire, et c'est normal, c'est humain. Enfin, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas embarquer quelqu'un si vous ne prenez pas acte de ses attentes, si vous ne prenez pas acte de qui il est, si vous ne prenez pas acte de ses croyances, et puis des dynamiques collectives dans lesquelles cette personne est elle-même embringuée, si vous voulez. Ça, c'est pas possible. Donc vous devez en prendre acte et en faire l'un des matériaux de votre expérience, en fait, de performance. Mais ça, c'est banal, en fait. On fait tous, on essaie de faire ça. C'est la seule façon de s'en sortir, en réalité. Il faut hacker, il faut être des hackers. Ça, c'est vraiment... J'ai un livre qui va paraître en février qui s'appelle Démocratie et écologie. Vous voyez, c'est assez massif comme titre. Mais, et le dernier chapitre, c'est sur le hacking, justement. Je fais une opposition entre pirater et hacker. Et j'aime bien... Alors, aujourd'hui, il y a des tas de termes en sociologie, en sciences politiques, en écologie. On parle de bricolage, d'assemblage, on parle de tâtonnement. Voilà, bon, c'est des termes à la mode. Bon, enfin, qui désignent aussi le fait qu'on n'a pas la solution, tout simplement. Ouais. Enfin, vivement que le pragmatisme s'instaure à tous les niveaux. Donc on n'a pas la solution d'avance et on va devoir tâtonner, bricoler, composer, assembler, agencer des choses comme ça, puis voir ce que ça donne. Et je trouve que le terme de... D'ailleurs, j'avais été invitée, c'était à Chartres, par des makers et hackers, justement, c'est pour ça qui avaient créé un lieu, en fait, où ils accueillaient beaucoup de gens et qui... mais c'est pas du tout des bricoleurs, en réalité, c'est des gens
ont une capacité, ils peuvent vous fabriquer une imprimante 3D, quoi. Enfin, c'est impressionnant ce qu'ils sont capables de faire. Enfin, ils ont une maîtrise technique qui est incroyable, mais justement, ce qui est intéressant avec le hacker, c'est qu'il rentre dans le système. Pas pour le détruire, mais pour l'amener dans une direction qui n'était pas prévue, enfin, qui n'était pas celle des programmateurs, si vous voulez. Donc voilà, je crois qu'avec des jurys et des attentes, des concours, des publics, il faut hacker. Je ne sais pas si c'est un très bon conseil, on ferait ce qu'on voudrait, mais bon. Mais c'est une manière de penser l'expérience. En fait, c'est toujours ça, l'expérience, c'est que de toute façon, il y a de l'imprévu. Dès qu'il y a du comportement, enfin pas de la conduite plutôt, il faudrait opposer comportement, parce que justement la conduite, mais dès qu'il y a de la conduite, il y a du vivant, qu'il y a du sauvage, c'est-à-dire de l'imprévu, de l'inattendu. Comme le disait John Cage, d'ailleurs, une expérience, c'est une action dont l'issue n'est pas prévue. C'est ça, une expérience. Parce que si tout est prévu, il n'y a pas d'expérience. Je dirais, pour qu'il y ait expérience, il faut qu'il y ait à la fois, effectivement, une perte d'équilibre de la part du sujet, mais il faut aussi quand même que l'environnement ait une certaine plasticité, une certaine souplesse. C'est-à-dire que l'expérience suppose que vous transformiez l'environnement. Ça peut être transformer votre public, la salle, enfin n'importe quoi. Donc il faut qu'il y ait une transformation effective, c'est concret. Il s'agit de faire avec les réalités existantes, comme les données, la pierre dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou les bouts de bois que vous enflammez, etc. Donc si vous êtes dans une cage en verre, alors Goffman a montré que même dans ce qu'il appelle les institutions totales, c'est-à-dire des lieux où on ne peut rien faire en fait. On est complètement claquemuré, camisole, comme dans l'hôpital psychiatrique des années 60. Donc vous ne pouvez rien faire, mais même dans des situations comme ça, il reste une petite marge de manœuvre. Bon, c'est quand même pas du tout l'idéal. Mais en fait, dans l'idéal, justement, c'est ça le monde éducatif. C'est un monde qui n'est pas destiné à faire des expériences à la place des enfants, même si malheureusement, c'est ça l'instruction finalement, c'est qu'il n'y a pas d'expérimentation possible. C'est que l'expérience, elle est déjà faite, elle est académisée et elle est déversée dans l'esprit des enfants, qui ne font pas l'expérience eux-mêmes, donc qui n'apprennent pas grand-chose, qui ne se souviennent de rien quand ils ont mon âge de ce qu'ils ont appris à l'école, enfin, ou même à l'âge de 20 ans d'ailleurs. Bon, il n'y a pas grand-chose qui s'inscrit finalement. C'est quand même, enfin, je ne sais pas si c'est votre expérience, mais voilà. Et donc, il faut justement aménager un environnement qui ait cette espèce de flexibilité telle que un individu puisse le transformer et y laisser aussi, d'une certaine façon, sa trace. Qu'il puisse dire, ben voilà, par exemple, si les enfants ils font des dessins, enfin, je prends beaucoup d'exemples dans les petites classes parce que c'est facile, mais un enfant il fait des dessins et si l'instituteur les met tous à la poubelle à la fin de à la fin de la journée, les enfants ils vont le prendre très très mal. Ils vont vraiment avoir le sentiment que ça ne sert à rien. Ils veulent la partager, leur expérience. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les accrocher au mur. Ça c'est normal, c'est ce qu'il faut faire. Même si le dessin n'est pas terrible, vous en tant que parent, vous allez dire oui c'est bien, c'est vachement bien. Voilà, donc il faut que l'environnement soit fait comme ça, si vous voulez, pour que l'expérience elle s'inscrive dans l'environnement, sinon c'est plus une expérience non plus, elle est plus partageable, si vous voulez. Donc vous voyez que le partage de l'expérience, ça va dans tous les sens. Donc voilà, il faut hacker. Excellente métaphore. On peut prendre une ou deux questions dans la salle, s'il vous plaît. Sur le hacking, peut-être. En posture de formation, ça donne quoi? Je pense que ça va aller. Donc moi, c'est pas sur le hacking, c'est juste pour réavoir le nom de la femme religieuse. C'est donné très vite, et du coup... Oui, c'est Sister, ouais. Coretta Kent. Ok, merci. Vous pouvez la googler. Alors, c'était vraiment une... Moi, je trouve que ce qu'elle a fait, c'est aussi intéressant que Andy Warhol, Oppenheim. C'est vraiment très beau. Elle est assez connue pour un timbre-poste. Elle était très peace and love, très droit civique américain, Luther King, contre la guerre du Vietnam. Elle était très très militante.
et très peace and love justement. Elle a dessiné énormément de cœurs, avec une palette très colorée, et vraiment une pop artiste des années 60, tout à fait remarquable, mais qui avait aussi une espèce d'inventivité pédagogique, avec des exercices de perception, un peu comme Joseph Albers au Black Mountain College, si vous voulez. C'était vraiment, ou Merce Cunningham, voilà, c'était l'idée d'apprendre à voir, apprendre à percevoir. Alors c'était intéressant avec Albers, par exemple, ou avec Coretta Kent, c'était, par exemple, elle dit, vous allez dans une bibliothèque et vous notez le nom des 10 premiers livres dont la tranche est rouge. Vous vous mettez dans une pièce sombre et vous vous efforcez de regarder des ombres, de discerner des ombres pendant un quart d'heure. Voilà, des exercices comme ça. Alors il y a plein d'exercices qui sont destinés à affiner ses perceptions en fait. Et c'est parce que, comme le disait Joseph Albers, elle disait, il faut apprendre à voir. Et que son rôle c'était apprendre à voir. Alors bon, il avait une focalisation sur la vision, donc, mais qui ne faisait pas du tout de son approche de l'art quelque chose de spéculaire, mais quand même, voilà, lui, bon, c'est un peintre, c'est un artiste, et il faisait des exercices de couleurs, des exercices de matière, vous voyez, des choses comme ça. Et alors ce qui est intéressant justement, c'est qu'il ne prenait jamais des matériaux susceptibles de se désagréger sous l'effet de l'expérience. Il aimait bien les matériaux qui pouvaient reprendre leur forme initiale, comme le carton, le fil de fer, parce que justement, une expérience, elle transforme le matériau, mais elle ne le détruit pas. Et que le matériau, d'une certaine façon, il retrouve son indépendance après l'expérience. C'est ça l'écologie, hein, d'ailleurs, ça dit en passant. Jardiner, c'est garder la terre. Si vous ne la gardez pas, si vous détruisez la terre, bah, voilà, il n'y a plus rien qui pousse. Et en plus, votre jardinage, il est raté, c'est-à-dire que ce qui va pousser, ça va vous rendre malade. Donc, c'est vraiment cette dialectique-là qui est passionnante dans l'expérience. C'est que, justement, non seulement vous conservez le matériau de votre expérience, mais en plus, idéalement, vous l'augmentez. En rendant votre expérience partageable, vous augmentez les capacités d'expérience d'autrui. Donc, il faisait ça avec des matériaux qui reprenaient leur forme initiale, le papier, le carton, le fil de fer, des choses comme ça. Et puis, sur Coretta Kent, elle disait qu'il faut développer les muscles de la vision. J'aime bien cette idée. Enfin, il y a plein d'expressions comme ça. Alors, ça c'est pas traduit en français, je voulais le faire, puis finalement, bon, il y a beaucoup de choses à faire dès que... Mais peut-être qu'un jour viendra, et ce livre, ça s'appelle Creative... Enfin, c'est pas un livre qu'elle a écrit, mais elle a beaucoup enseigné. Il y avait une de ses amies qui prenait des notes, et elle a, avant que Coretta Kent ne meure, elle a fabriqué le premier jet, en fait, de ce livre avec elle, et ensuite elle l'a publié après sa mort. Mais c'est développer le creative man, l'esprit créatif. Alors, c'est très intéressant, elle fait une distinction entre l'art et la créativité. Elle dit tout le monde est créatif, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est artiste. L'artiste, c'est le professionnel, si vous voulez. L'artiste, c'est le praticien, c'est le peintre, le danseur. Elle n'aime pas l'idée d'art en général. C'est le danseur, c'est le sculpteur, etc. Ça, voilà, on peut effectivement se spécialiser là-dedans. Mais il y a une créativité en toute chose qui est possible. À condition, évidemment, encore une fois, que les individus ne soient pas des destructeurs et que les milieux soient favorables à l'individuation de chacun. Donc c'est toujours ces équilibres-là qui sont en cause. Et c'est pour ça que ce soit d'ailleurs dans ce collège Immaculée de Marie, au Black Mountain College, et puis au Bauhaus, enfin dans ces écoles-là, on n'enseignait pas que l'art, mais on enseignait, c'est ce que disait Albert, on enseignait toutes choses comme on enseigne l'art. Donc c'était à la fois la géographie, les mathématiques, la littérature, mais aussi les élèves de Black Mountain College, ils faisaient pousser ils avaient des potagers, ils faisaient pousser du maïs, ils repeignaient l'école, ils la reconstruisaient, ils faisaient des travaux, enfin, c'était très complet. Mais ils faisaient toutes choses comme de l'art. Parce que l'idée, c'est que soit l'art, comme disait John Dewey, c'est une expérience, soit c'est pas de l'art. Donc, bon, on peut dire art ou créativité. C'est beaucoup plus intéressant, ce genre de... Enfin, je trouve beaucoup plus heuristique, éclairant,
que même l'idée du processus créatif chez Duchamp, enfin, avec une répartition finalement bizarre des rôles entre le créateur et le public, le regardeur. Bon, je ne suis pas complètement convaincue par ce processus créatif tel que décrit par Marcel Duchamp, je sais pas si vous le connaissez, mais là, en l'occurrence, il y a dans le pragmatisme une compréhension de la logique de création qui me semble extrêmement fine. Merci beaucoup, Joël. De toute façon, tu restes avec nous et on aura l'occasion de t'entendre, d'échanger avec toi. Tu n'as pas bien cultivé ton propre jardin, en fait. De détour.